Même les adversaires de Laurent Gbagbo sentent ce qu'il va dire. Même ses adversaires. C'est-à-dire que les gens du RHDP là, quand ils s'asseyent pour regarder Laurent Gbagbo en train de parler, eux-mêmes se retrouvent en train de deviner ce qu'il va dire, de ressentir ce qu'il dit. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est imbibé de son pays, qui est imbibé de la mentalité de son pays, et que son pays ressent de manière intuitive et directe. Le deuxième élément important dans la logique politique du président Laurent Gbagbo, c'est qu'il a été capable de déjouer le principal piège qui lui était tendu à son retour d'exil. Quel était le piège qui lui était tendu? On avait arraché son organisation politique, le FPI, pour la confier à son ancien Premier ministre, Pascal Affi-N'Guessan, et on voulait que le président Laurent Gbagbo s'épuise à se disputer le FPI avec son ancien Premier ministre, Pascal Affi-N'Guessan. Car en réalité, c'est le RHDP au pouvoir, c'est Alassane Ouattara qui a favorisé le schisme dans le FPI. C'est lui qui a renforcé Pascal Affi-N'Guessan dans l'espoir d'affaiblir Laurent Gbagbo. Or, quand il est revenu, Laurent Gbagbo n'est pas resté longtemps dans ce mauvais rêve. Selon la belle métaphore qui a été retenue, il a laissé Pascal Affi-N'Guessan avec l'enveloppe vide. C'est-à-dire le non-FPI, mais ça, l'essentiel, l'écrasante majorité des militants du FPI. Il a créé le PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, laissant Pascal Affi-N'Guessan avec une enveloppe vide appelée FPI. C'est-à-dire un groupuscule isolé, marginal, que personne de sérieux ne prend au sérieux. Ça, c'est le deuxième élément de la stratégie de l'homme. Il s'est reculé quand il s'agit de batailles inutiles. Il n'aime pas les batailles inutiles. On pourrait même penser à certains moments qu'il est lâche. Mais c'est parce qu'il choisit ses batailles. Quand une bataille n'est pas pour lui essentielle et qu'elle ne constitue pas la contradiction principale, Laurent Gbagbo peut paraître comme le plus mou, le plus modéré, le plus détaché des types. L'ancien président de la FIF, Jacques Anouma, raconte une anecdote intéressante pour éclairer ce que je suis en train de vous dire à propos de Laurent Gbagbo. Il y avait un match, je pense que c'était un match en 2006, un match décisif pour la qualification, en 2005 peut-être, décisif pour la qualification de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde, en 2006. Il y avait un match comme cela, et je crois que c'est Jacques Anouma qui était président de la FIF. En général, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de football bénéficie tout naturellement du soutien total du président de la République. Et le président Laurent Gbagbo avait toujours été et est demeuré un soutien bien total de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais on ne sait trop pourquoi. Jacques Anouma raconte que le président Gbagbo semblait savoir que l'équipe de Côte d'Ivoire risquait de perdre ce match face à l'équipe du Cameroun. Tout en soutenant l'équipe de Côte d'Ivoire et ayant flairé la fragilité de cette équipe, Laurent Gbagbo avait déjà préparé son propre esprit à l'éventualité de la défaite. Parce que, par plusieurs moyens d'analyse et d'intuition, il avait senti que ce match-là serait perdu. Je pense en particulier qu'il avait tiré des leçons d'une expérience que la Côte d'Ivoire a connue. Je vivais encore à l'époque en Côte d'Ivoire, en décembre 1995. L'ASEC Mimosa était déjà pratiquement qualifié pour gagner la Super Coupe des Champions. L'ASEC avait réussi un match aller de très bonne qualité en Afrique du Sud contre l'équipe de Orlando Pirates. Et il suffisait d'un nul à Abidjan pour que l'ASEC Mimosa soit sacré champion d'Afrique. Il y avait une telle euphorie autour de ce match retour. Des maquis avaient été fermés par les supporters de l'ASEC, qui étaient sûrs que cette fois-ci, la Coupe d'Afrique des clubs champions échouerait dans leurs mains. Et le président Henri Konan Bédié, qui était alors au pouvoir, s'était laissé entraîner dans cette euphorie générale. S'était précipité au stade avec l'écharpe de l'ASEC autour du cou. Une catastrophe se produisit pendant le match. L'équipe sud-africaine réussit à marquer in extremis, sur la base d'une bourde de la défense centrale de l'ASEC Mimosa, un but
qui mettait fin au rêve d'avoir cette année-là la Coupe d'Afrique des clubs champions à Abidjan. Un journaliste de la presse bleue s'était empressé d'écrire à la une de son journal le lendemain. Bédié était au stade, le malheur aussi. Là, le président Bédié se comporta vraiment avec beaucoup d'autorité et même d'autoritarisme. Il fit arrêter le journaliste et lui fit administrer une fessée, tellement la défaite lui avait fait mal. Le président Babo, qui est un historien, et qui avait vu la même euphorie monter en Côte d'Ivoire, à la veille de ce match Cameroun-Côte d'Ivoire, qui devait être remporté 3-2 par l'équipe du Cameroun, avec un terrible Achille Webo, Laurent Gbagbo avait senti que si ce match-là ne se passait pas bien avec lui au stade, la douleur allait être encore supérieure. Il avait décidé d'envoyer tout son gouvernement au stade et lui de leur dire « Je vous attends au palais ici. Si c'est bon, vous venez, on va fêter. Si c'est pas bon, c'est pas grave. Venez quand même, je vais vous soutenir. » J'en tire l'idée que Laurent Gbagbo est connu pour ne se jeter que dans les batailles qu'il est sûr de pouvoir gagner. Il n'aime pas se jeter dans des batailles qu'il n'est pas sûr de pouvoir gagner, des batailles dont il n'a pas entièrement encadré les circonstances. Donc, quand il est revenu, on a voulu l'amener dans la bataille du contrôle du FPI. Laurent Gbagbo a fait le mou. Il a laissé le FPI dans les mains d'Afin Guessan. Il a créé le PPACI. Mais passons à un quatrième niveau d'analyse du jeu de Laurent Gbagbo. Le président Gbagbo a compris le piège qui lui a été tendu dans les années 90 et qui a été tendu à toute la classe politique ivoirienne par Alassane Dramane Ouattara. J'espère que vous connaissez le piège. Alassane Ouattara est celui qui a créé l'ivoirité politique parce qu'à la base, la notion d'ivoirité avait été élaborée comme une synthèse des cultures de la savane, les cultures de la forêt, les cultures des montagnes et les cultures des lagunes. C'était un concept sociologique, anthropologique, ayant pour but de créer une identité culturelle ivoirienne à partir de la mise en alchimie de toutes les sensibilités du quadrilatère ivoirien. C'est ainsi que ce concept avait été de manière inoffensive, non agressive, théorisé par le grand sociologue Niangoran Porquet. Alassane Ouattara arrive en Côte d'Ivoire, il va donner à ce concept une connotation criminelle, exactement comme Oligui Nguema est en train de faire actuellement au Gabon, avec la gabonité. Alassane Ouattara arrive, il crée la carte de séjour. Il crée la carte de séjour et il provoque une confusion entre l'Ivoirien du Nord et ses frères africains venus du Burkina Faso, venus du Mali, venus de la Guinée, venus du Sénégal, venus du Ghana. Il crée cette confusion. On se met à confondre les Ivoiriens du Nord avec les Africains de la sous-région. Les Ivoiriens du Nord se mettent à se plaindre. Alassane Ouattara crée la charte du Nord, disant que les nordistes sont persécutés dans le pays, alors que c'est lui qui a créé ce qu'il faut pour que les nordistes soient persécutés. Et l'erreur que commet l'opposition ivoirienne, le pouvoir ivoirien aussi, à cette époque, le régime Bédié et l'opposition, c'est qu'elles vont s'engouffrer dans cette ivoirité politisée qu'Alassane Ouattara a élaborée pour les piéger. Et pour se constituer le Nord comme bétail électoral, et pour se rendre, eh bien, sympathique aux populations du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger, du Ghana, bref, les populations des pays dont les ressortissants étaient pourtant ostracisés par la carte de séjour de Ouattara. Alassane Ouattara entraîne comme cela le régime Bédié vers la soi-disant politique d'ivoirisation des cadres. Et il dit, c'est fait contre les nordistes. Alassane Ouattara entraîne aussi le FPI, du président Laurent Gbagbo, dans ce discours de l'ivoirité, que ce n'est pas le FPI qui a pourtant créé. Parce que le programme de 1988 du FPI indiquait clairement qu'il s'agissait de créer une nation démocratique socialiste africaine. J'ai le programme ici, publié aux éditions L'Harmattan en 1988. Il entraîne donc et le pouvoir Bédié et l'opposition FPI dans le discours de l'ivoirité. Une fois qu'il les a amenés dedans, il se positionne comme la victime. Pourtant, c'est lui qui a créé l'ivoirité politique. Or, Laurent Gbagbo, revenu de son exil et de ses longues méditations dans la prison de Scheveningen, à La Haye, a compris qu'il lui fallait sortir de ce piège supplémentaire. Le Laurent Gbagbo qui est revenu de La Haye, l'époux de Madame Nadi Gbagbo, originairement Nadi Bamba. Ce Laurent Gbagbo a compris qu'il ne faut plus jamais qu'on l'entraîne et qu'on le reprenne dans le piège de la manipulation de l'ethnicité
ou dans le piège de la manipulation de l'origine africaine. Voilà pourquoi vous voyez très bien comment, lorsqu'une partie des manifestants du 9 ou du 16 s'est mise à chanter contre Alassane Dramane Ouattara comme étant un soi-disant petit moussi, le président Gbagbo est monté en première ligne pour réexpliquer à ses partisans, réexpliquer au peuple ivoirien, mais il s'adressait également à toute l'Afrique, pourquoi il a créé le PPACI, c'est-à-dire le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Pourquoi il a dit peuples africains de Côte d'Ivoire? Il a dit ça pour la même raison que nous, avec donc à notre tête le leader de GPS Guillaume Kibafori Soro, nous avons bien compris que tout pays africain est d'abord constitué de générations populaires africaines. Tout pays africain est une synthèse du peuple africain. Tout pays africain est composé de peuples africains au pluriel. Tout pays africain est d'abord un pays africain, avant d'être le pays des Bambara, le pays des Dogons, le pays des Baoulés, le pays des Bassa, hein, le pays des Mienais, le pays des Congo, le pays de ceci ou de cela, des Zoulous. C'est d'abord un pays africain. L'idée de PPACI, c'est de dire à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens, l'identité ivoirienne va d'abord s'enraciner dans la haute dimension de la conscience panafricaine. On ne va pas construire la Côte d'Ivoire contre le Mali, contre le Burkina, contre le Niger, contre... Non, on va construire la Côte d'Ivoire avec. Et l'esprit du PPACI, l'esprit de Génération et Peuple Solidaire, est l'esprit du Rassemblement démocratique africain, créé en 1945-46 à Bamako, et dont le PDCI porte le nom, PDCI RDA. C'est l'esprit RDA qui vit dans GPS. C'est cet esprit RDA qui vit dans le PPACI. Laurent Gbagbo a compris qu'il ne faut plus jamais qu'on le prenne dans le piège que Ouattara lui tend. Le piège qui est tendu aux militants du PPACI, c'est que ceux-ci s'illustrent par des propos contre les nordistes, des propos contre les Burkinabés, des propos contre les Maliens, des propos contre les Guinéens, des propos contre les Sénégalais. S'il tombe dans ce piège, Alassane Dramane Ouattara va dire « Merci Seigneur ». Et il va se retourner vers sa population et dire « Je vous avais dit, ces gens-là, ils ne nous aiment pas, ils sont contre le Nord. Hein? Ils n'aiment pas la sous-région, c'est moi qui suis le protecteur des Burkinabés. Je suis le protecteur des Nigériens, c'est moi, c'est moi. » Alors que Alassane Ouattara est le plus grand ennemi de la sous-région. Donc le président Laurent Gbagbo a déjoué aussi ce piège, en refusant d'être enfermé dans un quelconque chauvinisme. Laurent Gbagbo récuse l'ivoirité politique. La seule ivoirité acceptable, c'est l'ivoirité culturelle. Et dans tous nos pays, la camerounité doit rester culturelle. Ça ne peut pas être quelque chose de politique. Parce que ça amène au micro-nationalisme et ça entraîne à l'anti-panafricanisme. La gabonité doit rester culturelle. Il ne faut pas en faire quelque chose de politique. Ça amène à ce qu'on appelle donc la fameuse préférence nationale. Ça amène à l'anti-panafricanisme. Laurent Gbagbo l'a compris. Et voilà la grandeur de son jeu. Par ailleurs, alors qu'il est le plus ancien des hommes politiques de l'opposition ivoirienne aujourd'hui, en tout cas des hommes d'État, Laurent Gbagbo joue collectif. Il joue un pour tous, tous pour un. Ce qui est une leçon pour beaucoup, eh bien, de membres des oppositions politiques africaines qui veulent que l'action soit subordonnée à la défense de leur cas individuel. Laurent Gbagbo ne demande pas à GPS de le soutenir lui en tant que Laurent Gbagbo. Il ne demande pas au PDCI de le soutenir lui en tant que Laurent Gbagbo. Il appelle dans le mouvement Trop c'est trop tous les véritables partis de l'opposition à délivrer le peuple de Côte d'Ivoire de Ouattara. C'est du grand jeu politique. Maintenant, je passe à la seconde personnalité par ordre de rang d'homme d'État de l'opposition ivoirienne aujourd'hui. C'est l'ancien Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro, président de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire. En quoi consiste son jeu politique
dans cette séquence fondamentale. Premièrement, Guillaume Kibafori Soro a pour lui un avantage incontestable. C'est l'un des leaders, c'est le leader le plus charismatique du mouvement de jeunesse ivoirien. D'abord, c'est l'un des leaders du mouvement de jeunesse ivoirien et c'est le plus charismatique de tous. Celui qui a le plus marqué de tous les leaders du mouvement de jeunesse en Côte d'Ivoire, eh bien, le mouvement de jeunesse ivoirien, c'est Guillaume Kibafori Soro. C'est le patron des secrétaires généraux de la grande fessée historique. Il n'est pas le premier. En ordre chronologique, des secrétaires généraux de la grande fessée historique, mouvement de gauche, fer de lance de la revendication démocratique ivoirienne des années 90. Chronologiquement, il n'est pas le premier. Mais du point de vue de la capacité d'action, la capacité d'organisation, de l'impact sur l'histoire de la Côte d'Ivoire, de ces 30 dernières années, c'est lui. Le président Laurent Gbagbo donne en ce sens un témoignage. Il dit que c'est Guillaume Soro qui a désigné les responsables de la jeunesse du FPI, que lui, Laurent Gbagbo, a nommé. Quand il voulait renforcer la jeunesse du FPI, il a demandé à Guillaume Soro de lui dire quels sont les jeunes du mouvement de jeunesse estudiantine de Côte d'Ivoire qui pourraient utilement rejoindre le FPI pour le doper. C'est Guillaume Soro qui a recommandé l'actuel secrétaire général du FPI, le camarade Damana Pikas, au président Laurent Gbagbo. Ça, c'est un. De deux, Guillaume Kibafori Soro, qui a reconnu que ça a été une erreur, une faute, de faire confiance à Alassane Dramane Ouattara en 2002 pour l'aider à se réinclure dans le jeu politique au nom du panafricanisme. Guillaume Kibafori Soro a, comme le président Laurent Gbagbo, une expérience fondamentale de commandement des armées en Côte d'Ivoire. Il y a entre lui, Guillaume Soro, et le peuple de Côte d'Ivoire une relation qui est aussi intuitive. Il fait partie des hommes politiques que les Ivoiriens devinent. Quand Guillaume Soro, que ce soit sur les campus de Côte d'Ivoire, ou quand il est à la tête d'une organisation politique, se met devant les gens pour parler, on imagine ce qu'il va dire. Parce qu'on le sent. On sait que c'est quelqu'un qui est du pays. Au sens du ressenti, de la vibration. Il a ce lien naturel à sa terre. Troisième élément important de la posture de Guillaume Soro, et cela apporte de la force à l'opposition ivoirienne. De tous les leaders politiques ivoiriens, Guillaume Soro est celui qui a anticipé sur l'importance de la révolution de l'AES. Avant que l'AES n'apparaisse, Guillaume Kibafori Soro et le mouvement Génération et Peuple Solidaire l'avaient vu. C'est l'homme de Bamouania, Bamako, Ouagadougou, Niamey. À l'époque où l'Alliance des États du Sahel n'était pas encore née, où le Mali, le Burkina Faso et le Niger se défendaient chacun comme ils pouvaient contre les assauts de la CEDEAO néocolonisée, se défendaient comme ils pouvaient contre les menaces de dépeçage de leurs États par les groupes terroristes. Guillaume Kibafori Soro fait partie. Il est le premier homme d'État ivoirien à avoir pris fait et cause pour le Mali, du président Assimi Goïta, le Burkina Faso du président Ibrahim Traoré, pour le Niger du président Abdourahmane Tiani. Il les a soutenus quand il y avait très peu qui osaient citer leur nom dans leur discours public. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il a un flair historique tellement profond, il savait qu'un jour, le peuple de Côte d'Ivoire devrait compter sur le soutien des peuples du Sahel pour se débarrasser de la dictature d'Alassane Dramane Ouattara. Je passe au quatrième niveau du jeu. Le président Guillaume Kibafori Soro a anticipé depuis très longtemps l'importance des réseaux sociaux de communication. C'est lui qui a organisé la défaite médiatique et intellectuelle du RHDP sur les réseaux sociaux. Et cela à partir même de la période de sa démission de l'Assemblée nationale et même avant. C'est lui qui, le tout premier, a senti l'importance de Twitter, l'importance de Facebook,
de TikTok, l'importance de YouTube, et qui a mis ses équipes au travail sur ce terrain-là, où, jusqu'à ce jour, les équipes de GPS continuent de terrasser matin, midi et soir tous les milliardaires communicants de Ouattara Draman. C'est un élément fondamental. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.